Guillaume, ça va être à toi. Guillaume, t'es avec nous? On a perdu Guillaume maintenant. Bon, eh ben c'est moi qui vais lancer l'émission. Donc bonsoir à tous. Avec un petit peu de retard pour ceux qui nous suivent en direct. Les Teachers numéro 35, si je ne me trompe pas. Guillaume a un petit souci de connexion, mais il va nous rejoindre dans pas longtemps. Ce soir, émission un peu particulière. On a trois invités, donc on va essayer de gérer ça comme il faut, hein, pas que ce soit trop vite le bazar. Une émission en tout cas consacrée à la robotique ce soir. Juste, si vous voulez réagir en direct, c'est toujours sur teachers.fr/live où vous avez un petit chat en dessous. Vous pouvez réagir, hein, poser des questions. On essaiera de suivre en tout cas pendant l'émission tout ça. Et je viens d'arriver, salut à tous. Voilà. Bon, j'ai lancé l'émission en tout cas. J'ai bien Voilà donc. compris. Donc j'ai dit on va essayer de faire ça par tour de rôle. Donc on va essayer de vous lancer au fur et à mesure. Honneur aux dames. On va commencer par Joël. Joël, tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis instit à Creil, dans une REP+, et avec 28 élèves, un CM2, et depuis le CM1, je fais de la robotique en classe. Très bien. On continue avec celui qui nous vient d'un peu plus loin, qui nous vient du Danemark. C'est Yannick. Bonjour à tous, enseignant de formation originairement du Canada. Donc, j'ai enseigné pendant 6 ans les sciences, les mathématiques et par le fait même certains éléments de robotique. Je suis maintenant au Danemark chez Lego Éducation. Je travaille sur des équipes de développement, sur des plateformes que vous connaissez peut-être, le Lego Mindstorms et le Lego WeDo. Donc, deux plateformes qui me sont très familières. Très bien. Eh ben, le dernier, donc Patrice. Bonsoir. Ah, bonsoir, alors moi je m'appelle Patrice, je suis enseignant aussi, sauf que j'ai la chance de ne pas avoir de classe, je suis déchet de classe pour intervenir chez mes collègues à Creil et faire différents projets avec eux. Et j'ai participé avec Joël dans sa classe au projet Horizon. Super. Alors, pour On va essayer juste une petite chose. Patrice, tu lags un petit peu. Si tu, à la rigueur, coupe ta vidéo. Peut-être qu'on va gagner un petit peu en débit. Ça marche. Et Guillaume, je pense que tu peux faire la même chose. On n'a pas vu Guillaume aussi. Alors moi je vous ai contacté justement pour parler un peu de robotique et d'enseignement. Donc moi j'ai suivi un petit peu, j'ai contacté Joël justement par rapport à son projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet que j'ai Je vais faire court. Le projet Roby, c'était un projet où on devait, avec les enfants, construire des robots abeilles qui auraient le comportement des abeilles. Pas dans le seul but de faire de la robotique, mais pour dénoncer un petit peu ce qui se passe au niveau environnemental et informer aussi les enfants de ce qui se passait. Donc voilà, les robots ont été le support pour moi pour faire des sciences et de l'éducation à l'environnement principalement. Voilà. D'accord. Et pourquoi le choix de la robotique alors? Moi, Toi, tu connaissais quelque chose au départ ou pas du tout? pas du tout, mais j'étais une grosse joueuse de Lego et j'ai toujours voulu faire des Lego en classe. Et en fait, le biais que je trouvais intéressant de faire des Lego en classe, c'était faire la robotique, parce que très clairement, là, on pouvait élaborer des scénarios, et donc ça, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que de simplement jouer au Lego, en fait. D'accord. Voilà. Donc toi, tu es aussi sur la plateforme donc Lego Mindstorm, hein, c'est ça? Deux plateformes différentes, parce que Lego Mindstorms, au départ, était un peu trop onéreuse pour mon budget de classe. Donc j'ai Mhm. commencé avec une marque qui n'est pas connue en France, qui est coréenne, les Robotrons. Et puis, au fur et à mesure, on s'est équipé. Donc, pour l'instant, j'ai un kit Lego Mindstorms en plus et j'en aurai deux de plus l'année prochaine. Parce que c'est quand même beaucoup plus pointu. Donc, c'est très intéressant après quand même de passer à Lego Mindstorms. Alors qu'est-ce que tu voulais développer donc chez les élèves comme compétences?
En fait, la robotique, je voyais pas réellement vraiment les compétences que ça pouvait développer. J'avais une petite idée, je me rendais bien compte quand même que déjà, ne serait-ce que d'élaborer des scénarios, ça allait demander beaucoup de compétences aux enfants, très diverses. Déjà d'ordonner leurs idées, mais en tant que le codage, je voyais pas trop vraiment encore où ça allait mener. Et heureusement, j'avais donc Patrice, qui lui connaissait un petit peu le codage. Et donc, pour me rassurer sur le fait que c'était un projet faisable en place, je me suis tournée vers lui. Donc, alors, Patrice, lui, est plus à même de dire ce que le codage a peut-être aidé à développer comme compétence chez les élèves. Moi, je serais plus sur l'ensemble du projet. Voilà. Donc, je sais pas, Patrice, si toi, tu veux dire quelque chose là-dessus. Ah, si, moi je veux bien en parler. Euh, je peux y aller? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, ok, d'accord. En fait, le truc, c'est que moi j'interviens dans la classe de Joël depuis pas mal d'années, et quand elle a eu cette idée, ça m'a semblé tout de suite très intéressant. Moi j'avais déjà fait de l'informatique à la fac, mais voilà, sans être un féru de programmation. Par contre, en tant qu'enseignant, ça fait plus de 10 ans que que je mets en place la main à la pâte un peu partout dans pas mal Mhm. de classes. Et voilà, quand elle m'a proposé le truc, j'ai testé ce qu'on pouvait faire avec ces robots, en quoi ça pouvait être intéressant de faire de la programmation, d'abord tout seul dans mon coin. Et je me suis très très vite rendu compte que, contrairement aux séances main à la pâte que je mets en place d'habitude, là d'un coup on pouvait écrire des séances où l'élève pouvait émettre des hypothèses et les vérifier dans les 10 secondes qui suivaient en fait. On n'a pas un long protocole expérimental à mettre en place. Ce qui permet tout de suite, très vite, sur une seule séance, pour un élève d'émettre 15-20 hypothèses, de les vérifier tout de suite par l'expérience, de changer quelques petits paramètres. Et là, d'un coup, ce sur quoi je travaille depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire les situations problèmes, la démarche expérimentale, ça devenait vraiment pour moi un support immédiatement intéressant pour les élèves. D'accord, très bien. Et donc justement, le projet, pourquoi le choix de cette marque de robot, justement, par rapport au langage de programmation ou par rapport à des kits tout prêts? Comment c'est? Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi, et ça j'y tiens parce que j'ai des cycles 3, donc forcément ça m'intéressait un peu plus, c'était l'aspect aussi anglais. Mhm, Euh, Pas tout de suite quand on se dit programmation. Et en fait, bon, il y a pas mal de choses qui existent chez Lego Instant, je pense, qui seront en français plutôt adaptées pour les plus petits. Parce que du coup, maintenant aussi, certaines classes sont peut-être intéressées et des plus jeunes. Et effectivement, d'aborder la programmation en français, ça, c'est intéressant. Mais nous, d'utiliser le code en anglais, ça a été aussi des compétences développées pour les élèves supplémentaires. C'est en langagé en anglais. Et du coup, et puis de toute façon, c'est le langage universel de codage, c'est l'anglais. mhm. Et en fait, ça n'a absolument pas posé problème. Et au contraire, ça leur a permis en plus d'améliorer leur pratique, quoi. Donc là, si je comprends, c'est vraiment du codage en anglais par rapport à, par exemple, si je viens vers toi, Yannick, toi qui es plutôt chez Lego Mindstorm, ou c'est plus un langage, si je me souviens, plus graphique. Oui, c'est exact. Sur les plateformes Lego, donc les deux plateformes de programmation que nous avons ou qui existent, c'est un langage qui est transformé en langage graphique. Il y a une idée, une historique derrière ce choix-là, mais il y a également un désir de vulgariser ce domaine qui, à l'origine, peut être assez ardu là, si on se retrouve à coder par des lignes de code. C'est évidemment de la façon dont les ingénieurs s'y prennent ou les techniciens s'y prennent sur une base quotidienne, mais c'est beaucoup plus ardu pour un élève de cheminer dans cette voie-là. Donc, l'approche par graphisme, par iconisation, a rendu la chose beaucoup plus accessible pour tous. Et je crois même chez des élèves assez jeunes, c'est ça? Présentement, on expérimente sur des projets avec des élèves de 6 ans et bien sûr, on n'atteint pas les mêmes, Oui. bien sûr, les mêmes objectifs, mais on voit que ces enfants-là sont capables d'aligner certaines actions en séquence et éventuellement progresser vers des structures plus complexes comme
comme les boucles conditionnelles ou les boucles répétitives. Donc, c'est un peu l'initiation qui peut se faire extrêmement tôt chez les enfants. Mais tu voulais dire quelque chose, Joël? En fait, oui, je me retrouve complètement là-dedans. Et c'est vrai que le Lego Mindstorms, nous, on l'a utilisé après donc Robotron, qui est très simple. Le logiciel de Robotron est extrêmement simple. C'est de l'anglais, mais c'est de l'anglais basique. Mais je te coupe, c'est vraiment des lignes de code ou c'est... Non. Toi, justement. Non, c'est pareil. Non, Pardon, excuse-moi. Vas-y. Ce sont aussi des cubes graphiques qui passent les uns après les autres. D'accord. C'est beaucoup plus linéaire que ce que propose Lego Mindstorm. C'est vraiment les cubes les uns après les autres, même s'il y a des boucles. Et même s'il y a des boucles conditionnelles, on est obligé quand même de les mettre les uns après les autres. C'est moins complexe que Lego Mindstorm. Et donc vraiment pour le tout début, c'était plutôt pas mal. Maintenant, pour aller plus loin, je pense qu'on peut passer par Lego Mindstorm et que ça peut aller vraiment beaucoup plus loin. Et par exemple, mes élèves, quand ils sont passés à Lego Mindstorms, je pensais devoir prévoir plusieurs séances pour les adapter un peu à l'outil. Et en fait, ils sont tout de suite rentrés dedans. Et en l'espace d'une journée, on a créé 5 scénarios de robots différents et qu'ils ont pratiquement validé au moment même où ils l'ont créé, quoi. Il n'y a même pas eu d'erreur, c'était parti. D'accord, la prise en main des élèves était finalement assez rapide, quoi. Une fois que la logique du code était intégrée, ils ont su que c'était applicable partout. Et genre, je ferais le pari maintenant de dire qu'on pourrait leur proposer n'importe quel outil, on va dire, de scénarisation robotique, ils rentraient dedans très facilement. D'accord. Et, pardon, oui. J'allais juste ajouter, en fait, pour faire du pouce un peu sur l'idée, je pense que c'est symptomatique de la génération des élèves qui arrivent dans les écoles, c'est-à-dire des élèves qui sont extrêmement habiles avec les outils informatiques. Donc, la courbe d'apprentissage de peu importe quel langage, parce qu'effectivement, il y a maintenant plusieurs variantes là, de ce langage iconique. La courbe d'apprentissage elle est extrêmement rapide dans presque tous les cas. Donc, en quelques heures, quelques expériences, on peut arriver à se débrouiller finalement. Par la suite, évidemment, si on recherche à mieux se qualifier ou à mieux se diversifier dans les actions, évidemment, on a diverses opportunités là, de progresser dans ces langages. Alors, on a parlé beaucoup langage, mais si on parle plutôt maintenant capteur, hardware, quoi, on va dire. Par exemple, Yannick, toi, le Lego Mindstorm, comment ça fonctionne, justement? Ben, c'est-à-dire, toute plateforme, à partir du moment où on souhaite faire de la robotique, on doit absolument considérer l'usage de capteurs, bien sûr les moteurs. Donc, il y a diverses terminologies, donc des effecteurs et des diffuseurs, mais donc on a des entrées, on a des sorties, et l'idée de la robotique, c'est de créer finalement une machine qui a cette capacité d'interagir avec son environnement. À partir du moment où on peut dicter à la machine que lorsqu'une condition se produit, eh bien là, on peut programmer finalement les actions de cette machine. Donc au niveau du hardware, ce qui est important ce qui est intéressant finalement d'observer des différentes plateformes, c'est qu'est-ce qu'elles offrent? Est-ce qu'elles offrent quel type de capteur elles offrent? Quel type de données on peut regarder? Est-ce qu'on peut regarder typiquement de la couleur, de la lumière, mais sur certaines plateformes, de la température, de l'accélération, le fait que le robot finalement balance ou donc la gyroscopie. Et finalement, toutes les plateformes se sont spécialisées sur des capteurs différents. Donc, évidemment, si on a une idée en tête, si on a un projet en tête, c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut regarder si on est en mode choix de plateforme. Chez Lego Mindstorms, on utilise les mêmes capteurs depuis un certain bout de temps. Ce sont ceux qui permettent de développer énormément de projets, donc détection de lumière, détection de couleur, détection de distance également, donc des objets qui sont devant ou qui passeraient devant ou qui changeraient de distance devant le capteur. D'accord, c'est tous des systèmes qui se clipsent, c'est ça, directement avec une interface, en fait, en gros, c'est ça que je suis misé. Tout ça, effectivement, est connecté sur un cerveau, donc il doit y avoir un contrôleur. Et là, évidemment, si on est intéressé par la technologie derrière, on peut regarder la performance du contrôleur, sa rapidité, quelle est sa mémoire, est-ce qu'elle permet d'enregistrer des données ou est-ce que c'est finalement juste un processeur qui dirige l'information vers
vers la plateforme de programmation ou vers les moteurs. Donc, c'est un peu tout ça qui est intéressant d'observer. Sur certaines plateformes qui ont eu énormément de succès, bien, c'est peut-être la facilité avec laquelle ces actions sont disponibles, la facilité de connexion, la facilité d'accéder à ces données que l'on peut capter par les capteurs. Je pense que c'est un peu la clé du succès. Très bien. Et donc moi je t'avais contacté justement parce que j'étais tombé sur donc une association a priori que tu avais créée qui faisait justement de ce genre de, alors je sais pas si c'était des concours ou des défis robotiques. Tu peux nous en parler un peu plus? Ben absolument, je vais tenter de faire ça le plus court possible. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui s'appelle Robotique Zone 01, que j'ai fondé avec des collègues enseignants alors que j'étais encore dans les écoles. Et je pense que c'est une démarche qu'on peut partager qui est partagée avec plusieurs collègues enseignants où on recherchait finalement un endroit où on pouvait collaborer, on pouvait échanger des expériences, on pouvait partager des trouvailles et puis finalement tous s'embarquer dans un défi, des défis qui sont communs et finalement des défis qui sont signifiants, donc des défis qui nous aident à passer des concepts ou à enseigner des concepts en classe. Donc un peu peut-être le projet sur les abeilles, on pourrait penser que dans Robotique Zone 01, on a un projet finalement qui est diffusé à chaque année. Donc on lance des défis et les écoles récupèrent nos défis et les transforment en activités pédagogiques en classe pour finalement inscrire des équipes, donc former des équipes dans leur milieu et se déplacer chez nous pour célébrer les trouvailles, les découvertes, la créativité de toutes les équipes. Comme tout bon projet, ça commence très, très petit. La première année, nous avions 9 équipes et 8 ans plus tard, là, actuellement, on est au-delà de 250 équipes. Donc, pour nous, c'est très important. C'est une belle progression qui signifie finalement que non seulement la robotique fonctionne, mais aussi les projets qu'on met en place sont bien reçus là, par les enseignants qui les mettent en place dans leurs écoles. Donc là, ce sont des élèves de quel âge à peu près là, sur ces défis-là? Maintenant, on a on les appelle des programmes. Donc, on a des trucs pour les élèves de 6 ans, donc de première année, jusqu'aux élèves de 11e année. Donc, chez nous, c'est de la première à la 11e. Donc, de 6 ans à 17 ans. 17 ans, d'accord. Et par exemple, moi, je suis curieux, 6 ans, qu'est-ce que vous proposez par exemple comme défi des élèves de 6 ans? On est à 6 ans, on est vraiment dans les débuts, l'exploration, et c'est vraiment pas le concept de la compétition, c'est plus le concept de l'exposition. Donc, on lance un thème, chaque année, donc le thème change. Par exemple, en 2015, on était sur le thème de l'espace, qui est très facile à associer à la robotique. Et puis, cette année, le thème, c'était la pesanteur pour ces petits. Donc, ils avaient à faire un robot qui représentait finalement pour eux ce qu'est la pesanteur. Et on a eu évidemment des astronautes qui marchaient, mais on a eu des vaisseaux spatiaux et on a eu plein de trucs variés et finalement, ben c'est un peu toute cette diversité là, qui est fabuleuse à voir. Alors, si on fait le contraire, si on va sur les élèves beaucoup plus âgés, qu'est-ce qui est proposé? Chez les élèves plus âgés, donc typiquement, si on fait des recherches sur le web, on va retrouver je parle de robotique en général, on va souvent retrouver cette idée de la robotique comme étant un véhicule à 2-3 roues qui se déplace sur une surface. Donc, évidemment, on a ce type de défi parce que c'est la forme la plus simple probablement à mettre en place dans une classe et elle est riche effectivement. Par contre, chez nous, on recherche également chaque année à proposer des défis qui sont beaucoup plus, qui tentent de mettre en valeur la robotique d'une autre façon. Alors, un des exemples que je peux vous donner pour les élèves plus âgés, on a demandé aux élèves de concevoir un robot finalement qui était suspendu au bout d'un seul fil et qui devait pouvoir tourner d'un sens ou l'autre. Donc finalement utiliser
le concept de la précession, donc la rotation des moteurs, un peu comme certains satellites, le fonctionnement de certains satellites dans l'espace. Et donc, finalement, par rotation des moteurs dans le vide, les élèves ont été capables de faire tourner leur robot autour de ce point fixe et de faire arrêter le robot à des positions bien spécifiques pour envoyer des signaux et décoder là, des messages. Donc, c'est un peu l'autre forme de robotique que l'on recherche dans ce projet. Et donc beaucoup d'enseignants peuvent, de différentes matières, peuvent s'intégrer dans ce genre de projet, alors non? Qu'est-ce qu'on a comme... Ouais, c'est typiquement des enseignants du domaine des sciences et de la technologie, comme c'est appelé chez nous. On a également une catégorie qui est applicable à tous les niveaux, qui est une catégorie qu'on appelle MECAR et qui propose aux enseignants de concevoir des œuvres artistiques robotisées. D'accord. Donc, dans ce cas-ci, on a des enseignants du domaine des arts qui font de l'automatisation de sculpture ou de l'automatisation de peinture. Donc, c'est fabuleux, mais ça, c'est vraiment dans un autre format. Donc, on est beaucoup plus également en mode exposition à ce moment-là. D'accord. Alors si je reviens sur votre projet, Patrice, par exemple, vous êtes parti sur un défi après, sur la fin, vous, sur votre projet, ou pas du tout? Quel était on Alors, va sur dire, le projet abeille, Oui. la première année, donc l'année dernière, le projet abeille, le but c'était vraiment de faire une démonstration et une rencontre entre les différentes classes qui avaient participé au projet. Mhm. Et le but c'était de de fabriquer des robots qui avaient les comportements des différents rôles d'abeilles dans une ruche. Mhm. Et, Donc, oui. vas-y. Et cette année, donc, vous êtes parti sur un autre projet, c'est ça? Et cette année, Joël a voulu partir sur les fourmis. Donc on a préparé, enfin les élèves ont trouvé là deux scénarios. Le premier est déjà prêt, et on va faire le deuxième. Je te laisse, Joël, expliquer les deux scénarios qu'on a programmés. Oui, en gros, là, pour les élèves, cette année, il était demandé, dans la préparation du COP 21 qui va bientôt se dérouler en France, de démontrer que la biodiversité était essentielle pour nous. Et en travaillant sur les insectes sociaux comme les fourmis, on a fini par découvrir donc certaines caractéristiques qui sont intéressantes. Alors, en l'occurrence, que les fourmis sont capables de capter le CO2, ce fameux gaz polluant, et de le fixer dans le sol. Et puis, un autre exemple qu'on voulait aussi expliquer, enfin, une attitude exemplaire des fourmis, c'est qu'elles sont des agricultrices écologiques, puisqu'elles font leur propre engrais pour cultiver les champignons. Et donc, avec les enfants, ils ont décidé de reproduire des fourmis qui expliqueraient ce genre de comportement pour le montrer à tout le monde, pour l'expliquer à tout le monde. Et peut-être même le faire lors du COP 21 en novembre. Explique-nous peut-être le code 21. Le COP 21, c'est un rassemblement qui va avoir lieu avec plusieurs pays concernés par le climat, enfin les problèmes climatiques. D'accord. Il y en a régulièrement, je crois que c'est l'année C'est dernière. le 21e, c'est le dernier, il se déroulera en France en novembre 2015. Voilà, et donc voilà, et en fait, il demandait, enfin, c'est une volonté du ministère que les élèves des écoles françaises participent aussi à cette réunion, en fait, enfin, à ce COP 21. Donc voilà. Et donc, on intervient dans ce cadre-là. D'accord. Donc là, le premier petit scénario qu'on a prévu, c'est donc un spectateur qui montrerait un petit sachet de CO2 à une fourmi robot. Cette fourmi détecte le petit sachet, ouvre ses mandibules, referme ses mandibules pour attraper le sachet et emmène le sachet dans un petit récipient où une deuxième fourmi l'attendrait pour malaxer le CO2 avec du sable. Donc celui-là, c'est bon, on l'a réalisé. On voudrait en faire un deuxième où là, il y aurait trois robots. Un premier qui transporte de l'herbe et un deuxième qui, avec de l'engrais,
passerait sur une petite plateforme où là, un troisième robot qui, lui, serait justement pas un robot avec trois roues qui se déplacent sur une table, mais plus une machine qui ferait une sorte de tapis roulant pour faire apparaître des champignons. Tout ça, bien évidemment, avec des capteurs, parce qu'il n'y a pas de robotique sans les capteurs. Je suis entièrement d'accord avec notre collègue. Oui, tout à fait. Donc justement, c'est un travail de science aussi de travailler sur ces capteurs. Tout à fait. Ouais, d'accord. Et donc ça, justement, donc toi, ce que j'ai compris, tu étais un petit peu détaché justement pour ce genre de projet. Est-ce que d'ailleurs, maintenant que tu as goûté avec Joël, est-ce que tu as essayé de développer ça avec d'autres personnes, avec d'autres enseignants? Alors, tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais, c'est pas travailler qu'avec des geeks comme Joël, où c'est assez simple, elle est forcément partante et elle va faire évoluer ça dans sa classe, mais je voulais que ce soit utilisable par tous les collègues. Donc moi, j'ai commencé à écrire un petit protocole d'une douzaine de séances sur la découverte de la programmation. Et après, libre aux collègues de voir comment est-ce qu'on peut partir sur un projet qui serait plus proche de leur classe. Et donc, j'ai un collègue qui est parti sur chaque groupe dans sa classe, prépare des présentations de leur choix. Un autre groupe, enfin une autre classe qui est partie plus sur de la géométrie. Donc, l'enseignant avait décelé des lacunes chez ses élèves en géométrie et du coup, on est passé par la robotique pour faire tracer un maximum de polygones et voir les différents angles et les voir en direct et voir vraiment ce que c'est parce que c'est difficile pour les élèves de se représenter les angles. Et puis, j'ai une troisième collègue qui a des élèves de CM1 et elle a fait une chorégraphie avec ses Ah ouais. élèves. Et au bout d'un moment, elle a dit, bah, maintenant, on va faire programmer les robots par les élèves pour qu'ils fassent exactement la même chorégraphie qu'eux avaient prévu sur une musique de Daft Punk. D'accord. Et Donc on là, devrait finir par danser avec les robots. d'accord. Et sur toujours la plateforme, sur quelle plateforme hein, tu es? Toujours sur Robotami pour le moment D'accord. parce qu'on arrive à avoir de nombreux kits pas chers et que du coup on arrive à faire travailler des groupes de 4-5 élèves avec un robot, ce qui est pour l'instant pas le cas avec notre budget sur Lego Mindstorm. D'accord. Justement, parlons budget alors, parce que c'est un peu c'est toujours ça, si on veut s'équiper, justement, alors, Joël peut-être? Alors, pour s'équiper, alors un Lego Mindstorm chez nous c'est à peu près 400 € un kit Lego Mindstorm. Donc ce robot-là on l'achète parce que c'est un robot qui est capable de faire énormément de programmes différents. Ça c'est très intéressant. Donc sur un robot, combien d'élèves à peu près? Alors, quand on travaille sur le Lego Mindstorms, en fait, je peux demander à une équipe de 4-5 gamins de préparer un scénario et un programme. Et on peut rentrer ces différents programmes presque en même temps, enfin les uns derrière les autres, mais du coup, dans le même robot et les tester les uns après les autres. Donc ça, c'est un robot même, ça suffit pour faire rentrer pas mal de programmes différents. Si on veut une interaction, là, pour nous, c'était plus intéressant d'utiliser les robots Tami parce que les robots Tami sont beaucoup moins onéreux. Quand ils seront commercialisés en France, je pense qu'ils vont tourner autour d'une centaine d'euros, parce qu'ils ne sont pas encore commercialisés ici. Donc pour les trouver sur Je net, les- c'est ça? en Allemagne, en fait, j'ai contacté directement la boîte en me faisant D'accord. passer au départ un ingénieur commercial. Et puis, bon, après, je leur ai dit la vérité. D'accord. Parce que c'est pas du tout des robots spécialisés dans l'éducation, en fait. Pas du tout. Si, tout à fait, si. Mais le problème, c'est qu'il avait normalement, il n'était pas censé contacter directement des enseignants. Et en fait, D'accord. il m'a fait une fleur. Lui, il voulait trouver de grosses structures en France. D'accord. De toute façon, et il n'y arrivait pas. Donc, il a accepté. Et donc, en fait, mon subterfuge en fait, ne servait à rien, mais je ne le savais pas. Et donc, on a pu s'équiper de 5 kits au démarrage. Et donc, on avait programmé 5 robots différents quand on travaillait sur les abeilles. Et tous ces robots étaient en interaction. Donc, ça, c'était très, très, très intéressant. Parce que le comportement d'un robot en déclenchait un autre. Donc, c'était un enchaînement. Et donc, voilà. Et du coup, là, pour le même budget, on en avait 5 au lieu d'un. Voilà. D'accord. 5 robots sur. Et le kit, qu'est-ce qu'il comprend alors, des moteurs, Qu'est-ce qu'on a? Un peu comme le Lego Mindstorm, sauf qu'il y a beaucoup moins de capteurs en fait. Finalement, D'accord. il y a un capteur infrarouge, donc on peut programmer par exemple une télécommande pour le diriger. Il y a des interrupteurs et il y a un capteur de distance. D'accord. Voilà. Et après, on peut s'équiper par la suite progressivement.
Après, je sais qu'ils ont d'autres outils, mais souvent c'est pour les plus grands. Et là, on n'a pas trop démarché, mais il existe sûrement effectivement d'autres capteurs. Voilà. Mais c'était suffisant. À ce moment-là, c'était suffisant. D'accord. Effectivement, Il y a- disait, Donc, il faut monter un projet. T'as monté un projet pour avoir le financement, c'est ça? Ou c'était sur fonds propres de alors, l'école? j'aurais très bien pu fonctionner sur le fonctionnement, enfin sur la COP de ma classe. Et en fait, j'avais quand même préparé un PAC, un projet d'action culturelle. Mhm. Ouais, tout à Et fait. j'ai eu un budget de 500 euros à ce moment-là. Mais le budget, finalement, je l'ai eu en fin d'année. Donc, il m'a servi à payer le Lego Mindstorm pour nous cette année. Et j'aurais pas eu, finalement, si je l'avais attendu, j'aurais pas eu les financements nécessaires. Donc, en fait, avec la COP de la classe, j'ai tout financé. Et c'est comme ça Et que ça a puis, commencé. ouais, puis c'est un financement sur plusieurs années aussi, donc c'est quelque chose qui va te resservir. Après, il y a Voilà. en passant par Patrice, on a pu obtenir d'autres kits, parce que lui, nous étant en REP+, on a aussi des financements autres que ceux de la classe. Donc il a aussi fait des achats pour le REP+. Et puis cette année, on a à nouveau, dans l'école, racheté à nouveau 4 kits pour grossir un petit peu on va dire notre échantillon de robots pour que d'autres classes puissent en profiter. Parce que bien sûr, le problème, c'est que mes élèves maintenant, ils sont un peu accros, donc il était hors de question qu'on ne fasse pas robotique. Et du coup, ils avaient aussi plein d'idées et ils avaient envie de construire plein de robots. Donc forcément, il fallait qu'on équipe l'école avec Bien un sûr. Un classique. Yannick, donc si on veut nous s'équiper chez Lego Mindstorm le plus pour vraiment commencer un peu la robotique, hein, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, en fait, il y a vraiment juste la seule question chez Lego à se poser pour arriver à se séparer dans les deux options, c'est quel âge les élèves ont. Et donc, c'est sûr qu'à partir à partir de 10 ans, 11 ans, on peut envisager la plateforme Mindstorms. La plateforme qui viendrait avant, c'est celle qui s'appelle le Lego WeDo. Donc, elle est un petit peu moins connue, mais elle est un petit peu cette version plus simple, beaucoup moins beaucoup moins sérieuse, peut-être beaucoup plus dans l'esprit de Lego, c'est-à-dire très coloré, mais avec les mêmes possibilités, là, bien sûr, des capteurs, des moteurs. Je dirais que c'est vraiment ce qu'on souhaite faire qui devrait orienter notre Alors, choix. je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai des élèves de 12-13 ans. J'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? J'aurais presque, j'arrive avec mon bagage d'expérience. J'aurais presque envie de te demander si tu envisages de participer à des événements collaboratifs. Donc, parce que dans ces événements collaboratifs, typiquement, il y a quelques règles à suivre. Et donc, ce serait peut-être d'abord te renseigner à l'avance si la compétition ou l'événement qu'il y a dans ta région elle est basée sur des Lego Mindstorms. Bon, d'un certain point de vue, bon, c'est peut-être la meilleure plateforme à regarder. D'accord. Tout à fait. Si tu veux faire un événement dans ton école et puis ou dans ta région, puis deux, trois écoles ensemble, puis finalement vous avez une solution qui vous plaît, je pense que ça aussi c'est une solution qui est très bonne. Ouais, tu dis vaut mieux participer à quelque chose, un défi, ouvrir que rester dans son coin tout seul à faire de la robotique, quoi. Ce que nous on a vu Ouais. en fait dans cette approche-là, puis c'est pas essentiel. Je suis pas en train de dire que les écoles qui sortent pas de leur les élèves qui sortent pas de leur école n'ont pas une bonne expérience là, loin de là, mais ce qu'on a remarqué par contre, c'est qu'en sortant puis donc en se confrontant ou en partageant et en voyant ce que les autres font, il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est que un peu comme Joël le mentionnait, il y a l'école elle-même qui se mobilise. Donc l'école se dit, hey, wow, je peux plus me passer de cet élément de motivation. Je peux plus me passer de cette dose d'énergie dans mon école. Et je peux plus me passer de ce projet pédagogique qui fait avancer ou qui modifie les pratiques éducatives. Donc, je décide d'investir ressources, temps et ce qu'il faut pour que le projet poursuive son chemin. La deuxième chose qui se produit, c'est que les élèves vont voir ce que les autres réalisent et vont également pouvoir se comparer.
encore une fois, deux choses peuvent arriver. Donc, bien sûr, se sentir loin des meilleurs, mais ça aussi, c'est le rôle de l'enseignant de dire, ben, il faut persévérer, il faut revenir l'année suivante parce que il y a toute une dose d'expérience qui va être acquise. Ou bien finalement, c'est aussi de célébrer le fait on a vraiment bien accompli la tâche ou enfin on a eu des solutions créatives. Donc ça, c'est vraiment le gain de se déplacer et de partager avec d'autres écoles. Donc la robotique permet de faire ça, tout comme d'autres projets d'ailleurs là, en sciences. Chez nous, on appelle ça les expos sciences ou enfin les expos scientifiques ou les défis d'ingénierie quelconque. C'est un peu l'avantage de ces défis-là. Alors, j'ai une question un peu à vous trois à vous poser. Donc, vous êtes parti sur des kits un petit peu tout faits. Et que pensez-vous de ce phénomène aussi un peu plus open source, comme les Arduino, les choses comme ça, qui sont peut-être, enfin, voilà, parce que moi je travaille plutôt avec ce matériel-là. Je voulais savoir un peu plus ce que vous en pensez par rapport à ces kits un petit peu enfin, d'après mon point de vue, qui me paraît plus facile, plus kit, quoi. Qu'est-ce qui te paraît plus facile, Arduino ou... Non, justement, ce principe-là de Lego Mindstorm, où j'ai l'impression que moi, ce sont des blocs qu'on assemble, ou qui sont moins, peut-être, qui marcheraient bien sur des élèves donc de primaire, peut-être, et proposer ça, moi j'ai du mal à proposer ça à des élèves de collège ou de lycée, quoi. En France, en tout cas, des élèves donc 15-16 ans, non? Ou je me trompe, dites-moi. Moi, je dirais que Lego Mindstorm, c'est envisageable à tout âge, hein, en tout cas sincèrement. Donc, c'est tellement modulable que finalement, je me demande même si, et là je me tourne vers le spécialiste, mais je me demande même s'il n'est pas possible de faire des choses avec Arduino d'ailleurs, avec Lego Mindstorm. Il n'y a pas quelque chose comme ça C'est en effet possible. Donc, il y a maintenant plusieurs modules qui rendent la chose compatible. Finalement, en fait, il faut remplacer le cœur, le cerveau qui s'appelle maintenant le EV3. Donc, il faut le remplacer par finalement l'Arduino, mais et avec sa coquille, la coquille compatible avec l'interface Lego. D'accord. On est Alors parti. moi l'année prochaine, je vais lancer un projet, enfin je vais essayer de développer le projet aussi au collège et avec des classes de 6e et des profs de techno qui eux travaillent déjà sur Arduino mais à partir de la 4e. Et là on va travailler avec des 6e et donc on pourra vraiment avoir la réponse à la question en travaillant avec l'équipe tout fait et Arduino d'un côté et voir qu'est-ce qui est le plus adaptable et à mon avis en fonction de l'âge aussi je pense. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, de mon côté, Jeff, moi j'orienterais plus la réflexion, ou ma réflexion plutôt à quel est l'objectif final de la démarche. Dans le sens que ben, est-ce que c'est la programmation, c'est le côté scientifique, ou est-ce qu'il n'y a pas Moi, ce qui me dérange un peu dans ces kits-là, c'est la partie créative, en fait. La partie créative, le design, etc. Voilà. Ben, ouais, absolument. C'est un peu dans cette direction-là que je m'en allais. Donc, ce que moi j'ai vu appliquer dans différents systèmes éducatifs, même à travers le monde, c'est différentes utilisations de la robotique. Et l'exemple de l'abeille et même de la fourmi est un très bon exemple de ce que je peux appeler la modélisation. Donc, finalement, on tente d'expliquer un phénomène réel par l'usage de la robotique. Donc, on duplique ou on réplique et c'est un usage commun, donc on peut le faire dans plusieurs situations. Il y aurait un autre usage qui serait finalement de partir en mode beaucoup plus ingénierie, donc de dire là on a un problème et on doit seul un robot pourra solutionner le truc et on doit créer cette machine ou ce robot qui peut atteindre ses objectifs. Et dans cette optique-là, donc il y aura nécessairement beaucoup de prototypage, il y aura nécessairement beaucoup d'essais-erreurs puisque on tente de trouver une solution. Donc, le fait d'avoir une plateforme, par exemple, comme le Lego, parce qu'il y en a d'autres également, mais permet vraiment ce prototypage très rapide. Donc, je construis quelque chose, je me rends compte que ça fonctionne pas, donc je n'ai pas besoin de dévisser ou de scier quoi que ce soit. Je redéfais le tout et je recommence.
donc ça, ce serait un deuxième usage. Il y aurait le troisième, en fait, qui est le fait de faire de l'expérimentation directement avec la robotique, donc d'aller chercher finalement les données des capteurs et de faire des analyses plus poussées scientifiquement. Donc, est-ce que la température varie en fonction de la vitesse de mon robot, par exemple? Et donc là, je serais vraiment en mode analyse scientifique, hypothèse. Et donc là, également, d'autres, à ce moment-là, si je suis dans ce mode-là, peut-être que certaines plateformes sont plus adaptées à ce type de projet-là. Oui, c'est vraiment en fonction du projet qu'il faut choisir sa plateforme. Tu as bien résumé les choses. Moi, ce serait vraiment ma ligne de pensée. Très bien. Et le fait d'avoir un kit tout fait, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire exactement ce qui est écrit dans le mode d'emploi. Évidemment, les élèves inventent complètement la forme et la technologie qui est liée avec chaque robot qu'ils ont envie de fabriquer. Donc il y a quand même une recherche technique, même si elle est simplifiée en effet et qu'on peut faire des essais-erreurs plus facilement par le fait que ça s'emboîte très facilement. Voilà, et qu'il n'y a pas à visser des vissers. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Yannick. Je rebondis sur une autre chose qu'a dit Yannick qui me semblait très très importante tout à l'heure sur les rencontres. Parce qu'on s'est rendu compte avec Joël aussi que d'accord, il y a tout le côté scientifique et technologique qui a été développé chez nos élèves, mais on a quand même des élèves de ZEP où notre priorité absolue, ça reste le langage. Et toutes les rencontres qu'on a organisées cette année, ça a vraiment permis, enfin et l'année dernière, ça a vraiment permis de développer ça en priorité. C'est la première chose qui a été développée, c'est le fait, et c'est pas là ce qu'on attendait en premier, mais c'est vraiment ça qui a le plus marché, c'est le fait que nos élèves maintenant s'expriment extrêmement bien, parce qu'ils ont compris que il y avait une puissance dans la syntaxe et qu'ils pouvaient expliquer à tous les autres élèves, quand ils avaient bien préparé, leur travail et de le mettre en avant. Il y a ça, et la deuxième chose, c'est être fier de soi, être fier de son travail et changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Je pense que c'est très très important aussi dans tout ce qui a été développé dans les projets. Et donc les rencontres sont vraiment super importantes. En tout cas, ça développe beaucoup de compétences. Bravo à vous en tout cas, des beaux projets. Merci. Donc on va peut-être se terminer, je sais pas si on est peut-être à 1 heure d'émission. Joël, si on veut en savoir un peu plus, si on veut voir un petit peu donc justement tes différents projets, comment peut-on aller voir sur internet J'ai une page Vimeo, enfin j'ai un compte Vimeo donc au nom d'Alat. Je crois que s'il y en a qui me suivent sur Twitter, le lien est fait sur mon profil. Donc Alat c'est HALA2TE, c'est ça? C'est le nom de la forêt dans laquelle sont mes ruches. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, vous tapez Alat et vous tomberez dessus forcément parce qu'on n'est pas nombreux avec ce nom-là. D'accord. Patrice, est-ce que tu publies aussi certaines choses que tu... Non, je publie pour l'instant rien du tout, mais je vous en ferai part dès que je vais publier un truc. Bon, et si on veut te contacter personnellement? Mon mail. Bon, vas-y, donne-le alors. Si on peut te Alors, contacter. patosjo, donc c'est PATOSJO, @hotmail.com. Ok. Yannick? De notre côté, je vous dirigerai vers notre site web qui est zone01.ca, donc ZONE01.ca. Je vous invite à le visiter constamment, donc c'est un site assez actif. Les défis seront lancés, donc ce sont des défis annuels lancés en août-septembre, donc j'invite la communauté francophone et anglophone à les lire, pourquoi pas même prévoir un petit voyage au Canada. Ça nous fera plaisir de vous accueillir si jamais vous souhaitez vous joindre à nous en avril 2016 et peut-être également sur notre page Facebook. Donc, voilà. Ah, moi je suis partant, hein, pour jouer le Lego Mindstorm, hein, pas de souci. Voilà, on est là, c'est disponible. Bon, très bien. Personnellement, si on veut te contacter, Personnellement, en fait, je dirais sur mon compte Twitter, donc @Yannick, YANNICK, double souligné Dupont DUPONT. eh ben très bien. Eh ben en tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation, hein. Bon, j'ai eu mon comparse qui n'a pas pu trop se connecter, donc j'ai fait ça tout seul. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bravo, merci.